Et pour moi, le fait d'agir consiste vraiment à s'engager déjà auprès des autres et avant même de s'engager auprès de soi-même en mettant en action notre existence. Dans le secteur de l'expertise comptable, au-delà des chiffres, il existe de vrais héros, engagés pour la profession. Ici, on découvre l'ADN de notre génération comptable. Au fait, moi, c'est Judy, Office Manager et créatrice de contenu chez Lama Compta, la plateforme d'emploi 100% dédiée aux cabinets d'expertise comptable attractifs et à leurs candidats. J'évolue dans le monde de la comptabilité depuis plusieurs années et avec Génération Comptable, je te propose de partir à la rencontre des professionnels et des acteurs inspirants du secteur. Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés et prêts à écouter chacun des mots que vous allez entendre parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important. Attention, roulement de tambour. On parle d'engagement. Et pour ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Mame Diarra Fall, une expert comptable dont la valeur de l'engagement fait clairement partie de son ADN. Bonjour Mame, comment ça va? Bonjour Judy, je vais très bien et je suis ravie de partager avec toi ce temps de podcast. Oui, bah nous on est très contents de te recevoir. Dis-moi, comme tu sais, sur Génération Comptable, la première question qu'on pose à nos invités est celle qui traite de leur parcours. Est-ce que tu pourrais te présenter? Je me présente, mon nom c'est Fall et mon prénom c'est Mamdiara, c'est un prénom composé. J'ai 34 ans, je suis mariée, et je suis la maman de 3 filles et je suis la créatrice d'une application pour la déontologie de la profession qui s'appelle Deck Learning et je suis la fondatrice du cabinet d'Audacia. Après, au niveau de mon parcours, j'ai fait un parcours, comme on dit, classique. J'ai fait le DCG, DSCG, mes 3 ans de stage et le DEC. Et au niveau de mon expérience professionnelle, bah, j'ai commencé en cabinet avec un stage de DCG et après un DSCG avec un contrat d'apprentissage, mais un commissariat aux comptes. Donc, j'ai vraiment franchi bah, cette profession par le biais de commissariat aux comptes. Et j'ai fait mes 2 ans d'alternance. Après, j'ai enchaîné avec mes 3 ans de stage pour finir avec les DEC. Et au niveau des cabinets sur lesquels je suis passée, je commençais par un tout petit cabinet quand j'étais en apprenti DCG. Après, un cabinet de taille moyen pour finir dans un Big Four, dont le cabinet KPMG. D'accord. Et donc de ce que tu disais, donc ton DSCG et ton DEC, tu les as fait enfin, du coup, le DEC, c'est logique, c'est en cabinet, mais le DSCG, c'était en alternance, pas le DCG. Si, bah, c'était le DSCG où j'étais en alternance. Oui, et le DCG? Bah, le DCG, bah, les 3 ans, non, j'ai fait un cycle initial, Oui, j'avais juste ok. le stage à faire. Et du coup, quand tu étais étudiante, tu étais plutôt quel style d'étudiante? Tu étais studieuse, cancre, rêveuse, optimiste? Au fait, je pensais, bah, après, c'est ouais, ce que je pense, hein, bah, que j'étais. Pour moi, j'étais toujours très studieuse. Déjà, de par mon parcours, parce que j'ai fait un bac scientifique et que je dirais que j'ai eu des parents aussi très exigeants sur, sur mes études. Et après, quand je suis venue déjà partant d'un bac scientifique où je suis rentrée en DCG par un pur hasard. Franchement, la comptabilité, ce que j'ai dit, que les gens me disent, bah, mais Mme Diarra, faudrait pas dire ça. Et même dans mes entretiens, je disais que j'ai fait la compta par un pur hasard. Et vu que c'était un monde que je connaissais pas, donc pour moi, je devais travailler, vraiment travailler, travailler, travailler. Et pour moi, j'étais très studieuse pour pouvoir réussir bah, ce parcours. Et du coup, c'était pas un rêve d'enfant de devenir expert comptable. Comment t'es tombée dans ce hasard-là? Pas du tout. Et c'est une longue histoire, Ok, hein. bah vas-y, raconte-nous. Au fait, bah, j'ai fait un bac scientifique, donc comme une personne qui fait en général bah, ce parcours scientifique, mon rêve c'était de devenir ingénieur, mais dans le domaine d'informatique, informatique. Et je suis d'origine du Sénégal et j'avais fait mon inscription pour venir d'étudier en France après mon bac. Et j'ai été acceptée par l'École nationale d'ingénieurs de Brest et pour faire ce parcours d'ingénieur. Et sauf que je suis issue d'une famille où je suis
l'aînée de ma famille et bah, la fille aînée de la famille qui doit sortir pour aller dans un pays étranger où j'ai pas de famille. Donc, vis-à-vis de mes parents, ça leur faisait peur, oui ou non, mais ils voulaient quand même bah, que je parte à l'étranger pour pouvoir faire mes études. Parce que j'ai mon père qui a beaucoup voyagé en Europe, qui a vraiment parcouru beaucoup de villes, donc bah, qui connaît bien l'Europe. Et quand j'ai dit que bah, j'ai été acceptée par l'École nationale d'ingénieur à Brest, mon père qui connaît la France, il me dit, mais est-ce que tu sais, Brest, c'est où? J'ai dit, bah, j'en sais rien du tout. Et là, il me dit, mais Brest, bah, c'est une petite ville qui est vraiment au fond, fond bah, de la France. Bah, c'est un coin de nulle part. Et là-bas, tu vas t'ennuyer, tu n'auras pas personne à côté. Et là, waouh, ce sera déjà pour une première expérience de partir dans une ville un peu d'éloignée du reste de la France, ça peut être dur. Donc, mon père n'était pas du tout rassuré que je parte en Brest. OK? Il me dit par contre, non, je pense que oui, on ne t'ira pas à Brest, mais tu iras à Nantes, sur Nantes. Parce que Nantes, au fait, j'ai mon grand-père bah, qui était sur Nantes. Parce que pour lui, ça lui rassurait d'avoir une membre de la famille, au fait, surtout sur la première d'année où je venais dans un pays que je ne connaissais pas. Ok, mais bon, on était vers septembre-octobre, bah, les dépôts d'inscription étaient trop tard et j'ai dit à mon père, mais oui, mais là, bah, c'est les résultats des écoles pour continuer les visas. Mais j'ai fait comment? Je ne peux pas encore déposer une école sur Nantes, c'est trop tard. Il me dit, oui, mais t'inquiète pas, on va essayer de trouver une solution. Donc, il a appelé mon grand-père. Et vu que j'avais aussi bah, des connaissances où mon grand-père connaissait des étudiants qui étaient sur Nantes, il s'est renseigné et pour cette période-là, il lui dit, par contre, on peut juste faire, on peut juste peut-être faire une inscription que dans les écoles privées et d'où l'INTEC de Nantes, CNAM de Nantes. Et ils ont réussi à me trouver une prescription, bah, qu'on m'a envoyée du Sénégal pour que je puisse faire les démarches de visa. Et moi, quand je reçois cette prescription, j'ai vu c'était marqué DCG, mais j'ai pas un souvenir que c'était DCG. En tout cas, j'ai vu le mot comptabilité. Et j'ai dit à mon père, mais bah, c'est inimaginable, je ne ferai pas la comptabilité. Et j'ai dit, bah, je pense que mon grand-père, ils se sont trompés. Donc j'ai appelé en lui disant, est-ce qu'on s'est compris? Parce que là, j'ai vu comptabilité et moi, c'est hors de question que j'ai fait la comptabilité. J'ai fait un bac scientifique, je continuerai sur ça. Et du coup, ils sont retournés à l'école, au CNAM, pour se renseigner et tout, en disant que, bah, que je ne voulais pas faire ça. Et la CNAM, il leur a répondu que vu qu'au CNAM, ils ont beaucoup de formations d'autres que la comptabilité. Et une fois que le visa est validé et sur place, je pourrais choisir une autre formation. Après, ce qui m'a un peu rassurée, ils m'ont parlé d'un BTS en informatique en disant au pire des cas, je peux faire ça et commencer déjà et voir pour déposer une école sur la rentrée prochaine. Ok, donc j'étais obéissant et j'ai fait mes démarches de visa. Je suis arrivée en France au mois d'octobre, donc j'ai raté les cours pendant 2 mois et demi parce qu'on sait bah, que dans les pays étrangers, bah, pour les démarches du visa, des fois c'est long. Et dès que je suis arrivée le premier jour, on est parti pour que je puisse changer de formation. Et arrivé sur place, BTS informatique, j'avais déjà en tête sur ça. Et on me dit que les autres formations, bah, c'est des formations professionnelles. Et qui dit professionnel, c'est que j'aurais pas le statut d'étudiant en faisant les autres formations. Et c'est fait pour les gens bah, qui travaillent. OK. Et du coup, bah, la solution, il me dit, bah, pour la solution, c'est que cette formation de DCG, c'est le seul voie pour avoir bah, le statut d'étudiant et pour rester en France. Parce que nous, en tant qu'étudiants étrangers, il nous faut cette statut d'étudiant pour pouvoir déposer un titre de séjour étudiant et rester en France pour nos études. Et bah, j'avais pas le choix parce que soit bah, j'ai fait cette formation sur laquelle j'étais inscrit, soit bah, j'ai plié mes valises et je retourne au Sénégal. Pour moi, le choix était vite fait. OK, j'en parle à mes parents qui me disent oui, mais c'est pas grave, sinon bah fais cette formation, même quitte à perdre bah, ton année. Et là, dès janvier, tu feras tes démarches pour changer d'école. OK, bah c'était waouh, une décision très dure. Et bah, je suis allée en cours. Et déjà, franchement, ce qui était encore plus dur, c'est que en cours, bah, c'était en général des cours du soir et j'étais dans la classe où j'avais l'impression de faire de faire les cours avec des gens bah, de l'âge de mes parents.
franchement, des gens de 40, 50 et c'était des gens qui travaillaient et qui venaient, pour des cours du soir et quand je tournais, franchement, peut-être j'avais 2 ou 3 personnes qui avaient mon âge, mais c'était déjà très triste et très dur. Je me sentais pas à ma place dans un milieu étudiant et en plus, bah, les premiers cours, bah, les gens avaient déjà fini les cours et ils étaient en train de faire des exercices donc je comprenais absolument rien sur ce qui se faisait sur mes premiers cours et moi, déjà une personne qui, par rapport à mes qualités, j'aime pas ne pas comprendre. Ça franchement, j'ai du mal, je bloque, en fait et être dans une classe où les gens participaient en cours et que moi je ne pouvais pas participer parce que je comprenais rien du tout, ah c'était douloureux et je faisais que pleurer, sur mes premiers cours et donc la petite histoire et après, donc au bout des semaines qui passent et tout, je commençais à dire: «Bah, j'ai pas le choix», donc bah, je m'accrochais un peu et vers janvier, j'ai commencé à fond à déposer les écoles, pour faire, bah, maths, physique, chimie, un peu moins mon domaine et j'ai reçu aussi, bah, des réponses positives pour aller faire ça et vers, je pense, au mois de mai, avant juste les vacances, j'ai commencé à qui m'intéressait aussi à la comptabilité, à essayer de comprendre et ça commençait à m'intéresser et c'est là où j'ai un peu demandé, des conseils à mes anciens profs de maths ou de scientifiques en leur demandant, bah, je suis arrivée en France, bah, cette année, mais j'ai pas du tout fait, ce que je faisais et là, par contre, bah, j'ai des prescriptions dans d'autres écoles pour pouvoir continuer, mais est-ce que vous en pensez? Et les gens, des fois, ils me disaient que ça pouvait être difficile, de reprendre, vu que je suis restée d'une année sans toucher à ça et que ça pouvait être dur. En plus, aussi, les gens à qui je me renseignais par rapport à ce que je faisais, ils me disaient: «Oui, mais par contre, bah, les études de comptabilité, c'est intéressant. Ce parcours, normalement, si tu vas jusqu'au bout, tu peux devenir expert comptable. Les avantages et les inconvénients, bah, de ce métier». Et avec tout ce que les gens m'en parlaient, ça commençait aussi à m'intéresser et au fur et à mesure, je me suis dit: «Bah, OK, peut-être que finalement ça me plaît, j'ai envie, bah, de faire ça». Mais par contre, j'ai passé d'une année où j'ai rien compris, où, pour moi, il faut que je recommence, mais dans de meilleures conditions et c'est là où j'ai déposé aussi et j'ai regardé, les écoles qui faisaient ce parcours DCG, c'était en 2008 et c'était, l'UIT de Grenoble, où ils faisaient vraiment le parcours DCG, mais dans un milieu d'étudiants. C'est pas dans des écoles INTEC ou CNAM, et j'ai déposé et j'ai été pris et je suis partie comme ça sur Grenoble et en disant à mes parents: «Maintenant, je pars dans une ville que je connaissais pas» et j'avais aucun lien, de parenté ou de famille. Mais mes parents, ils m'ont dit: «Maintenant, bah, vas-y, hein, on va pas te retenir parce que limite, c'est à cause de nous, bah, que tu as changé de parcours et que finalement tu as perdu quand même d'une année» et c'est là où j'ai réintégré l'UT de Grenoble pour faire, tout mon parcours DCG. Donc bah, je le répète, j'ai fait la comptabilité par pur hasard. C'est clair, quand tu nous racontes tout ça, effectivement, c'était pas censé se passer comme ça et là, tu te retrouves du coup maintenant expert comptable et ce que je voulais dire par rapport, au CNAM, c'est vrai, ils proposent des cours du soir et enfin le CNAM Intech et c'est une des seules écoles qui, accueille autant de personnes en reconversion et je pense que c'est pour ça que tu avais aussi des personnes beaucoup plus âgées, dans ta classe parce que, bah, c'est des gens qui viennent étudier après leur journée de travail ou ou bah, après avoir enfin d'autres occupations Mmh, et c'est vrai que ça doit pas être évident quand tu débarques comme ça dans un nouveau pays, tu connais personne et tu mmh, cherches un peu à créer du lien social et en fait bah effectivement tu te retrouves dans une classe où c'est hyper sérieux, les gens mmh. ils bossent à fond, mais ça a le mérite quand même d'exister pour ceux qui veulent travailler le soir et qui n'ont pas d'autres solutions. Donc c'est vrai que c'est quand même assez chouette. Et ça me fait plaisir que tu parles du CNAM parce que moi, du coup, je suis en master CCA au CNAM de Nantes. Donc Oui, on a sûrement étudié dans les mêmes salles de cours. oui, c'est sûr. Et donc là, tu nous as parlé de ton parcours, mais on va parler maintenant un peu de ta vie active. J'ai vu que tu avais travaillé dans 5 cabinets différents, tu as une dizaine d'années d'expérience. Qu'est-ce que ça t'a apporté, le fait de travailler dans plusieurs cabinets, au niveau de la vision que tu peux avoir de la profession et de tes projets? Mmh, bah, le fait de travailler, comme j'ai dit, bah, j'ai commencé par un tout petit, un moyen pour terminer un peu dans un Big Four. C'est clair que ça m'a fait balayer un peu les différentes sphères du monde professionnel de notre profession. Parce qu'en commençant dans un petit franchement, je me sentais plus, comme on dit, cocooné.
parce que j'étais un apprenti, j'étais un peu le bébé junior du cabinet. J'avais l'impression de travailler avec, comme j'ai dit, les gens de l'âge de mes parents. Du coup, franchement, j'avais cet esprit bienveillant, cet esprit, l'humain était là. Franchement, je le sentais très bien. Et cet esprit familial où les gens, ils sont plus là, tous ensemble, main dans la main, avec l'envie de faire évoluer et l'envie de grandir tous ensemble. Et quand j'ai quitté ce petit pour arriver dans un moyen, je voyais que c'était un peu différent. On avait quand même l'esprit familial, mais le côté moyen cabinet faisait que je trouvais des spécialités. Et c'est là où c'est qu'on m'a vraiment montré, c'est que c'est pas possible de faire tout dans cette profession et qu'il faut choisir. Déjà, le pôle expertise, le pôle commissaire aux comptes, je le voyais de suite. Et même si dans le petit cabinet où je suis passée, je faisais plus de commissariat aux comptes, j'ai touché l'expertise, mais ce n'était pas leur besoin d'orienter en tant que commissaire aux comptes. Mais quand je suis arrivée en moyen, c'est déjà là où j'avais vraiment vu cette séparation de pôle et aussi en se disant que c'est pas possible de faire tout. Il faut choisir et de spécialiser dès le début. Et ça, pour moi, c'était un peu frustrant parce que je me voyais un peu bloquée sur ce que j'avais envie de faire et vu que je le prenais comme en phase toujours d'apprentissage en disant que les premières expériences, il faut essayer de balayer le maximum possible et de toucher à tout. Et après, au fur et à mesure, au fur et à mesure, on va finir par choisir en fait parce que notre métier, moi, je le vois comme une sorte d'entonnoir. Au début, on voit large, mais au fur et à mesure, certes, on va dégager des appétences, on va avoir des expériences sur tel ou tel domaine d'activité par rapport au portefeuille qu'on aura à gérer, par rapport aux clients on aura à faire face au fait. Et l'arrivée dans un moyen cabinet, c'est clair que c'était bien, mais frustrant sur cette partie-là. Après, quand je suis venue dans un Big Four, déjà les Big Four, on a cette impression que waouh, c'est porter un Dior, un Louis Vuitton, c'est waouh, c'est vraiment cette prestige de la profession. Après, je le voyais d'une autre façon. Mais une fois que je suis arrivée à rentrer dedans, j'avais ce sentiment que tout ce que les gens pensent de l'extérieur n'était pas à l'intérieur. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses que je croyais que c'était plus fort dans les big que dans les petits ou dans les moins, mais pas du tout. Franchement, au niveau d'organisation, au niveau relation, je préférais les plus petits cabinets et les moins. Après, c'est clair au niveau formation, au niveau d'outils de travail, au niveau moyen matériel et d'immatériel, c'est clair que là, les Big Four, ils ont leur place. Ça, on ne peut rien leur rapprocher. Et ce que je dis à tout le monde, il faut le prendre aussi comme des écoles. Pour se former, pour moi, c'est meilleure école. Mais après, il faut choisir de faire quand même sa vie sur ça parce que quand même, c'est un autre monde où des fois, ce qui manque pour moi, c'est la place de l'humain. Ils ont beau le dire dans leur communication, j'adore leur terme, hein, diversité inclusive, l'humain et tout. C'est des termes qu'on entend vraiment, qui ont vraiment leur place dans leur communication, mais le sens, je ne l'ai pas vécu. Je ne l'ai pas vécu honnêtement. Après, c'est des expériences très différentes parce que quand on travaille dans des petits et dans les moyens et quand on travaille dans un big, au niveau, des portefeuilles clients, ils sont quand même différents. Pourtant, dans le petit cabinet où je suis passée dans mon première expérience, ils avaient quand même des dossiers quand même de taille intéressante, mais on touche plus les grandes comptes dans les Big Four. Et du coup, au niveau stratégie, au niveau domaine d'intervention, ça permet de toucher à d'autres expériences professionnelles. Ok, je vois. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a tellement, en fait, il y a tellement de cabinets d'expertise comptable qu'il y a des façons de fonctionner qui sont aussi très différentes. L'avantage, c'est que chacun peut trouver un peu la pantoufle à son pied et du coup travailler dans un cabinet qui lui correspond plus en fonction des missions, en fonction de la taille, de la portée de tout ça. Donc,
c'est bien de faire plein d'expériences comme ça parce que du coup, au moins, tu sais ce que tu veux et tu sais Mm, surtout ce que tu ne veux plus. Et du coup, j'en déduis que c'est un peu pour ça que tu as créé ton propre cabinet. exact. Parle-nous d'Audacia. Avec plaisir de parler de Dacia. En fait, le fait de toucher un peu à tout et de se rendre compte quand même de ce que je veux, est-ce qu'aujourd'hui je le retrouve, ça m'a fait vraiment, en me disant que Mamdiara, dans la vie, tu as deux choix, soit de subir ou de t'engager, d'où le thème. Pour moi, c'était facile et pas facile parce que quand on est dans un BIC, des fois, on nous fait comprendre, on nous fait vraiment vivre que bah, c'est waouh, c'est la meilleure chose qu'on peut chercher dans ce monde, en fait. Et trouver le meilleur et vouloir dire non à cette sphère ou à ce monde de meilleur pour les autres, c'est pas du tout facile, franchement. Et même vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre entourage, ils peuvent vraiment mal le comprendre, hein. Pourquoi on a fait ce choix de quitter le monde meilleur, en fait. Et moi, pour vous dire, j'ai refusé un poste parce que dans mon dernier cabinet, normalement, c'était prévu qu'une fois mon diplôme, que je rentre en tant que d'associé. C'est ça qui était prévu. Et quand j'ai obtenu mon DEC, c'était un peu long quand même pour qu'ils puissent prendre les décisions. Je dis pas très long parce que c'était que des mois, mais pour moi, là, une personne diplômée, ce qu'ils attendent, c'est la réactivité. Et là, ça, waouh, l'engagement est encore plus fort dès qu'on a obtenu le DEC, en fait. Et j'attendais pendant 2, 3 mois pour leur dire, les gars, je suis diplômé, on a fait quoi de ce diplôme? Mais bon, après, moi, je suis une personne de nature, quand je veux quelque chose, je me bouge. Je ne suis pas là à attendre parce que j'ai appris ça aussi par rapport à ma maturité dans ce monde où si on veut le changement, il faut aller chercher le changement. Et c'est là où pourtant on a réussi à se poser en disant oui, Mamdiara, de toute façon, c'est ça qui était prévu en 2023, oui, tu rentres dans le capital et tout. Ok, d'accord. Et c'est juste que c'est là où je me suis écoutée. D'avant de signer, je me suis juste écoutée. Et pour moi, nous sommes dans un monde où l'écoute de soi, ça devient de plus en plus rare parce qu'on est dans un monde qui bouge, dans un monde qui va très très vite et on s'oublie soi-même. Et moi, juste en l'avoir vécu, je me suis rendu compte que j'ai passé limite 34 ans de ma vie, j'ai 35 ans, mais c'est le jour de mon anniversaire des 34 ans où je me suis dit, mais Mame Diarra, j'ai l'impression que tu as passé 34 ans de ta vie pour les autres et tu t'es oublié dans tout. Et c'est par rapport à cette phase-là aussi que je me suis juste écoutée en disant, Mame Diarra, c'est bien beau d'être, de travailler déjà dans un plus grand cabinet, se comporter en Dior ou en Louis Vuitton, c'est un luxe, d'accord, mais c'est aussi beau d'associer dans un grand cabinet, mais au fond de toi, tu es qui? Et c'est juste une réponse qui venait vraiment à l'intérieur, mais au plus profond de moi, qui m'a répondu en me disant, Mame Diarra, tu es juste un pion et une machine à produire. Et cette réponse pour moi, c'était waouh, c'était comme waouh, un coup d'éclat en moi en me disant, OK, maintenant, je sais ce que c'est alors. Et est-ce que Mame Diarra, tu vas être ça dans ta vie? Et toujours, c'est mon fond de moi qui m'a répondu. Mon fond de moi, il m'a dit non, c'est pas ça que tu veux. Et c'est là où tout a commencé. C'est comme une explosion en fait en moi-même en disant non. Donc là, dans tous les cas, c'est bien clair. J'ai pas envie de ça. Donc j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble sous mes valeurs. Et on sait bien dans ces grands groupes ou dans ces grandes entreprises, t'as pas ton mot à dire, hein. Tu subis la majeure partie. Pour tes débuts, en fait. Peut-être après, oui. Mais pour tes débuts, c'est clair que tu subis. Et c'est juste là où je me suis dit non, j'ai envie de faire quelque chose. Et c'est là où j'ai pris la décision de démissionner. Ce qui était un peu mal compris de mon employeur en disant que waouh, limite, waouh, c'était pas ça qui était prévu. Mais oui, et c'est juste ce que j'ai expliqué, c'est que dans la vie, il y a ce que vous voulez et ce que je veux. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne coïncide plus. Et c'est là où j'ai pris la décision de créer mon propre cabinet et aussi de partir toute seule, ex nihilo. Je suis partie avec 0 client de mon ancien cabinet. Et je suis partie avec, le jour où j'ai même signé mon bail, j'ai pris des bureaux en plein centre-ville. Je me suis dit, mais Mame Diarra, tu t'engages sur un bail quand même à certaines valeurs et tu as 0 client. OK. Mais j'étais sûre déjà de mon projet et aussi du cabinet d'Audacia. Et là, je profite juste pour vous raconter l'histoire du nom
dis non. Parce que franchement, au fait, c'est là où aussi, je me suis vue confrontée à un exercice difficile. Trouver, le nom de son entreprise. Les gens peut-être ils pensent que c'est très, très simple, mais pour moi, ça a été l'exercice le plus difficile, sur la création de mon cabinet. J'ai passé des mois, des mois, des mois, je pense, ouais, environ même 6 mois à réfléchir sur le nom. Parce qu'au début, moi, ce qui m'inspire dans la vie de tous les jours, c'est le petit colibri, faire sa part. Ça, c'est une phrase tous les jours, je me lève avec ça. Et donc, tout naturellement, j'avais envie d'appeler le cabinet Colibri Expertise et Conseil. Sauf que Colibri Expertise et Conseil, c'est déjà utilisé, même avec le nom C, Colibri, et même avec en mettant un K, c'est déjà utilisé dans ce monde des chiffres. Ok. Et je suis restée des mois en voulant vraiment avoir un nom avec Colibri, mais c'était pas possible. J'ai dit, mais Mame Diarra, c'est pas possible. Et les gens, ils me disaient, vas-y, change au fait. Et du coup, j'avais aussi d'autres noms qui me venaient, mais chaque fois, oui, le colibri, il revenait toujours à moi. C'était dur hein, de me lâcher de ce colibri. Et c'est juste un jour, en prenant ma douche, je me suis dit, attends, le petit colibri, s'il a pris cette petite goutte d'eau pour le mettre dans l'incendie, c'est parce que quand même, il a été très audacieux. Et je me suis dit, Mame Diarra, quand même, tu es une personne d'audacieuse. Et là, d'où le nom d'Audacia. Donc franchement, c'est juste une révélation qui est venue par rapport à cette histoire de colibri. Et j'ai pas cherché, je me suis dit, ok, ça me va très bien, d'où mon nom de cabinet. Et en partageant aussi des valeurs qui me sont vraiment très profondes, c'est l'environnement et l'humain. L'environnement, parce que pour moi, c'est l'environnement qui est là devant l'existence de l'humain. Donc pour moi, l'environnement, il doit être toujours en premier et l'humain, il doit être là pour veiller à cet environnement-là et avoir aussi surtout de l'impact et du sens sur tout ce qu'on fait. D'où la création de ce cabinet. Et donc, c'est ce qui fait un peu la différence chez Audacia, c'est le côté porté sur l'humain et l'environnement. C'est comme ça que toi, tu identifies ton cabinet. Oui, c'est ça, exact. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que si on voulait le changement, il fallait le chercher. Et c'est vrai que ça peut paraître fou pour certains de se dire mais attends, t'allais t'associer dans un grand cabinet et t'as fermé cette porte-là et tout. Et en fait, ce qui est important dans ton discours, c'est de voir que c'est l'expérience que vit chacun qui va finalement nous pousser à prendre des décisions. Et pour toi, c'était arrivé un moment dans ta vie où, en fait, de ce que j'ai compris, tu avais besoin de t'exprimer et de faire les choses pour toi, de t'écouter. Je trouve ça hyper beau parce qu'en fait, tu t'engages même auprès de toi-même à ce moment-là. Quand tu as lancé Audacia, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais qui ne sont pas du tout arrivées? Ou alors est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu ne t'attendais pas et au final, tu t'es dit, wow, ça, j'avais pas prévu? Des choses que je m'attendais et qui ne sont pas réalisées pour l'instant, je dirais, je vois pas. Et des choses sur lesquelles je ne m'attendais pas et qui arrivent, c'est vraiment le premier client. Parce qu'au début, les gens ils me disaient, oui, peut-être, oui, comment tu vas faire pour trouver les clients? Franchement, j'avais aucune idée de comment trouver des clients. Ça, par contre, c'est là où je me suis rendu compte qu'une fois qu'on est devenu expert comptable, qu'on manquait vraiment de bagages en commercial, en marketing, en communication. C'est pour cela, même trouver le nom du cabinet a été difficile, surtout ce qui est charte graphique, parce on n'avait pas cette notion-là, on n'a pas été formé pour ça. Et aussi la partie marketing commercial, comment trouver des clients, comment prospecter, j'avais aucune idée. Hein. Et c'est pour cela, des choses qui n'étaient pas attendues qui sont arrivées, c'est comment sont arrivés aujourd'hui mes premiers clients. C'est soit bouche à oreille, les gens à qui je parle de mon projet, comment je vois les choses, les valeurs sur lesquelles j'ai envie, ce qui m'anime tous les jours à me lever et à venir au bureau. Et même le slogan d'Audacia, c'est aller audacieusement au-delà des chiffres. Parce que moi, dès le début, j'ai compris que notre métier, quand les gens ils nous définissent comme un métier de chiffres, et moi, je refuse cette définition. Pour moi, l'expert comptable, c'est avant tout service à la personne. On sert nos clients, on sert ces entrepreneurs, on sert des gens qui se lèvent, qui ont envie de faire naître un bébé, au fait. Et c'est tout ce processus, au fait, que je vois vraiment notre métier, l'envie de propulser, l'envie d'accompagner et l'envie d'aider. Et
quand j'en parle à des entrepreneurs ou à des gens que je rencontre à mon entourage, et je vois beaucoup d'entrepreneurs des fois qui sont dans des cabinets et qui me disent waouh, bah, c'est ça que je cherche. Et qu'aujourd'hui, mon expert comptable, il n'est pas sur ça du tout, ou je ne me sens pas accompagnée. Ou des fois, bah, c'est des gens bah, qui viennent de démarrer leur activité et quand j'en parle comme ça, ils me disent ah ouais, j'ai envie de travailler avec vous. Et du coup, j'ai l'impression que dans la vie, il faut pas avoir peur parce que des fois, on a peur vraiment de dire les choses d'une manière très humaine et très naturelle, de dire les choses qu'on a envie. On est dans un monde où dire ce qu'on a envie, c'est bah, c'est limite, waouh, c'est considéré comme d'égoïste. Mais non, c'est pas égoïste. Il faut penser il faut penser à soi et l'estime de soi. Il faut s'écouter aussi. Et je me suis dit, quand on dit les choses d'une manière très naturelle, bah, les gens le ressentent. Et quand les gens le ressentent, forcément, on va d'attirer les gens qui nous ressemblent. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau d'avoir des gens qui nous ressemblent. Et là, bah, le discours, l'impact, le sens, ces mots-là, franchement, ils ont bah, leur place. Et du coup, ce que je n'avais pas attendu, c'est bah, c'est vraiment d'arriver à ne pas faire de la... Et jusqu'à aujourd'hui, hein, je n'ai pas fait de prospection et d'avoir bah, des clients bah, qui rentrent parce qu'ils ont envie de travailler avec moi et mes valeurs, ça les parle, ça leur correspond et des gens qui me font confiance. Et je trouve que c'est très beau. Ah, c'est clair, ça veut dire que tu as une belle attractivité, tu dégages quelque chose qui inspire les gens. C'est super. Et du coup, tu travailles avec quel type de clients? Et là, pour l'instant, ma stratégie, c'est pour l'instant, bah, les TPE, toutes petites entreprises et même peut-être PME. Mais je ne vise pas bah, les gros. Je ne dis pas que je les déteste, hein. Parce que j'ai peur qu'en disant ça, les gens ils disent, ah oui, de toute façon, elle n'a pas envie de travailler avec nous. C'est pas le but. C'est que aujourd'hui, je suis partie en disant que j'ai envie d'avoir de l'impact et du sens. Si c'est juste faire des bilans, faire des déclarations TVA, remplir des cases, franchement, j'aurais honnêtement d'arrêter mon métier. C'est pas ça qui m'intéresse. Parce que bah, le fait de faire peut-être bah, le commissariat à compte et l'expertise, bah, le commissariat à compte, bah, pour moi, bah, c'est très intéressant parce que bah, c'est là où on rentre dans l'activité du client. Alors que les gens, des fois, qui ont fait 100% de l'expertise, ils sont plus concentrés du côté chiffre. Et le fait, moi, d'allier les deux métiers, ça me permet d'avoir cette prise de recul et d'être plus peut-être intéressé sur l'activité bah, du client. Et pour moi, en s'intéressant sur l'activité du client et en comprenant le processus de la création bah, de valeur du client, et là, les chiffres, ils ont tout leur sens. Si on comprend ce qui est derrière les chiffres, franchement, pointer ou d'analyser bah, des chiffres, ils ont tout leur sens en fait vis-à-vis de nous. Bah, le fait de vouloir accompagner bah, les premiers entrepreneurs qui démarrent, les toutes petites entreprises, c'est vraiment cet esprit d'être leur partenaire de confiance dès le début. On se pose pour cerner leurs besoins et leur proposer des missions sur mesure et surtout d'avoir de l'impact et du sens sur ce que j'ai fait. Parce que quand je vais voir mon client qui vient, le projet n'est même pas encore ficelé, on pose le prévisionnel, le business plan. Bah, j'ai fait la création de son entreprise et de voir son bébé naître et après de suivre sur la partie comptabilité, fiscalité et conseil, de sécuriser. Parce que moi, ce que je leur dis, c'est l'envie que j'ai, c'est que vous allez vous concentrer sur votre cœur de métier et moi, mon rôle derrière, c'est de sécuriser en matière comptable, comptabilité, fiscalité, juridique et sociale. De ce fait, vous allez vous concentrer et dormir même sereinement, en fait. Parce qu'on sait que bah, les entrepreneurs qui démarrent, ils ont une phobie d'administrative et on est dans un pays où la partie administrative est vraiment très lourde et ça fait vraiment peur. Et moi, ma philosophie, c'est vraiment de leur rassurer dans cette partie-là. Et c'est pour cela, bah, je trouve que bah, les grands, ils ont quand même ce qu'il faut, ils ont déjà bien structuré et que les petits, malheureusement, ils ont plus besoin bah, de nous. Et que dans le grand cabinet où j'étais, je me sentais des fois frustrée vis-à-vis de ces petits parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas le temps, beaucoup de temps à les accorder parce qu'après, on sait que dans les grands cabinets, leur stratégie, c'est plus aussi de travailler avec les grandes entreprises, avec les grands comptes. Même si les petits dossiers rentrent au cabinet, bah, la stratégie n'est pas la même. Et moi, je me sentais vraiment frustrée vis-à-vis de ça. C'est pour cela, quand j'ai créé mon cabinet, c'est comme si j'avais envie bah, de réparer bah, cette frustration bah, que j'avais.
D'accord, d'accord. Et donc tu dis tes clients, tu leur demandes, enfin tu fais tout pour qu'eux ils dorment sereinement, mais toi aussi tu arrives à dormir sereinement? Oui, franchement, bah, après, c'est clair que quand on est chef d'entreprise, quand on est entrepreneur, surtout en tant que femme, parce qu'on a quand même deux vies, j'ai la vie en tant que femme bah, d'éducation vis-à-vis bah, de mes filles, bah, le rôle de maman. Donc, on- en tant que femme, on a l'impression que tous nos deux épaules, ils sont très, très chargés, hein. On a un lourd fardeau derrière nous, mais tout dépend de la manière dont c'est porté. Et moi, même si on est stressé, hein, parce que quand même, on a, bah, cette responsabilité de faire, développer, bah, le cabinet, on a, bah, cette responsabilité de gérer, bah, les clients toute seule. On doit prendre des fois, bah, des décisions, des fois, waouh, c'est difficile de prendre des décisions aussi, mais bah, je trouve que c'est pas le même stress. Parce que, quand j'étais salariée, je me rendais compte, mais pourtant, bah, je me suis rendu compte que, dès que j'ai franchi ce milieu d'entrepreneur en me disant: «C'est clair que être salarié et être entrepreneur, on a des avantages, des inconvénients, on a la pression et le stress», mais pour moi, c'est différent. Parce que pour moi, il y a rien de pire que de vivre le stress de l'extérieur, d'autrui. Ça veut dire que, bah, dès qu'on se lève, on a une pression, un stress, bah, le stress dont c'est pas nous, qui les avons créés. Mais c'est un monde extérieur, c'est-à-dire que bah, c'est l'employeur, c'est les collègues, bah, c'est l'entreprise d'où on va tous les jours qui nous a créé cet stress et cette pression. Et dès le début, on est obligé de le subir. Et ça, pour moi, waouh, bah, c'était. Bah, c'est maintenant que je me rends compte que c'était dur. Mais quand j'étais dans ce monde-là, au contraire, c'est comme tout le monde, je trouvais que c'était normal. Il y a juste une petite anecdote que je raconte, c'est depuis que je me suis lancée, bah, que je me suis rendu compte que quand j'ai déposé mes enfants quand j'étais salariée, limite, je les expédiais. C'est-à-dire que waouh, je faisais les choses vraiment très mécaniques. C'est-à-dire que je me lève, allez, bah, je les dépose, mais d'une manière très rapide parce que j'ai pas le temps à leur accorder. Parce que derrière, bah, je dois pas être en retard au cabinet. Bah, derrière, bah, je pense à mon patron qui doit venir et que derrière, j'ai des dossiers, j'ai des obligations, j'ai ça, j'ai ça, que je faisais vraiment les choses d'une manière mécanique. Bah, limite, bah, allez-y, bah, je les déposais à l'école, mais d'une manière très, très brusque même et rapide. Et pour moi, c'était ça, bah, ce qui était normal. Et depuis que je suis dans ce milieu entrepreneuriat, même si le matin aussi, bah, je suis disciplinée d'arriver au bureau à telle heure, mais je prends plus plaisir et je prends plus waouh, de les déposer, mais de manière naturelle, de prendre un temps, même si c'est que des secondes, hein, de discuter, bah, de leur souhaiter une bonne journée, mais avec, waouh, avec calme et sérénité, que j'avais pas du tout. Que j'avais pas du tout. Donc, juste pour dire que même si bah, la façon de dormir, le stress et la pression est toujours là, mais pour moi, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Ouais, tu vis ça différemment. Et Oui, bah, je vis ça vraiment différemment. Ouais. encore une fois, ça dépend totalement des profils. Il y a des gens, hein, qui vont avoir besoin de cette pression, on va dire, de ce rythme-là pour s'épanouir et pour, être bien dans leur vie. Et il y en a d'autres comme toi qui, justement, ont besoin de reprendre le contrôle sur leur, quotidien, sur leur rythme et d'apprécier des petits moments comme ça, prendre le temps, ne pas expédier ses enfants à la à la crèche. Donc oui, oui, enfin, je comprends et c'est important de le souligner, enfin le rythme, en fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi avoir une liberté et accéder au rythme normalement qu'on contrôle nous-mêmes. Donc ça, c'est vrai que c'est une autre vision du monde professionnel. Et Mm, là, on a parlé d'expertise comptable, mais ta vie ne se cantonne pas du tout qu'à ça. D'ailleurs, ça me fait sourire parce qu'on dit que souvent que les experts comptables, ils n'ont pas de temps, mais toi, tu fais plein de choses. Et je sais que tu es membre de la CJEC, ouais, Pays de Loire. tu es même vice-présidente, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Après, c'est clair qu'on dit, et moi, chaque fois, on dit que l'expert comptable n'a pas de temps, il est toujours sous l'eau par rapport à ses dossiers, par rapport à son cabinet. C'est clair que pour moi, qu'il y a d'une part quand même de vérité, mais sauf que moi, après, bah, c'est juste bah, mon ressenti hein, par rapport à ce que j'ai vécu. Je me disais, quand je voyais mon expert comptable ou mes anciens experts comptables qui étaient waouh, tout le temps sous stress, bah, qui couraient 1000 à l'heure, bah, qui n'avaient même pas le temps pour nous, pour les salariés.
Et franchement, ce métier, ça me faisait pas rêver du tout, hein. Je me suis dit, si c'est être expert comptable, c'est être, comme l'expert comptable qui était mon employeur, franchement, je voulais pas du tout. Je voulais pas du tout. Je me suis dit: «Non, si c'est ça, non merci, hein, merci, j'en veux pas». Mais après je me suis dit, c'est juste des questions que je me suis dit: «D'accord, Mame Diarra, au fait, tu peux être expert comptable, mais est-ce que tu es obligé d'être, bah, cet expert comptable?» Bah, non, pas du tout. Et que quand je vois, beaucoup de personnes, que ce soit mes anciens collègues, qui faisaient, bah, le stage d'expertise, et arrivé un moment, ils ont même d'arrêter le stage, ou une fois que le stage est validé, ils disent que, bah, finalement, je ne passe pas le DEC. Et quand je leur pose la question: «Pourquoi pas?» Il me dit: «Bah, non, parce que finalement, si c'est être expert comptable, bah, comme lui, comme notre expert comptable, bah, non. Et j'ai pas envie d'avoir une limite, bah, cette vie de, bah, de pression, j'ai pas envie d'avoir cette vie où, bah, tu ne vis pas réellement. Tu ne profites pas, tu as pas d'équilibre, vie perso et vie pro». Et c'est là où je me disais: «D'accord, mais pour moi, au contraire, vous devez passer ce diplôme». Pourquoi? Parce que si vous voulez changer les choses, vous avez, votre carte à jouer, et votre carte à jouer, c'était quoi? C'était le DEC. Et une fois que vous avez obtenu votre diplôme, vous pouvez être l'expert comptable, bah, que vous voulez, vous, en fait. Et c'est moi, une fois que je suis diplômée et que même, je m'étais dit: «Dans tous les cas, l'envie, d'avoir ce diplôme, c'était depuis le début de mon DCG. Quand j'ai commencé mon DCG, moi, je savais que j'allais faire, jusqu'au DEC. Ça, c'était sûr et certain. Mais après, et aussi de devenir expert comptable. Ça aussi, c'était sûr et certain. Mais de devenir expert comptable, quel expert comptable? Bah, c'était tout sauf, les experts comptables, qui m'ont fait grandir dans ce métier-là. Et parce que, bah, ce qu'ils montraient, c'est que, c'est, d'être expert comptable, c'est limite, tu as pas de vie. Chacun connaît bien cette phrase où on dit, les experts comptables, qu'on ne les voit pas de janvier à mai parce que, c'est la période fiscale. Et même vis-à-vis de nos familles, ils savent qu'il ne faut pas nous inviter pour des anniversaires, pour des mariages, pour des baptêmes, pour des sorties, pour des soirées de janvier à mai. Mais waouh, c'est plus une vie parce qu'on est contrarié par des obligations, mais ces obligations, pour moi, si c'est pris un peu en amont, si c'est bien anticipé, bien, organisé, quand même, on peut le vivre. Et aussi, ce que j'ai appris, c'est que dans la vie, il faut savoir dire non. On ne peut pas tout faire. Et la majeure partie, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que la majeure partie des gens, ils se sont mis sous l'eau, c'est parce que quand même, ils acceptent tout et n'importe quoi. Après, on est dans un monde où il faut faire des chiffres, il faut prouver, il faut prouver. Mais prouver à qui? C'est des questions qu'on ne se pose pas. On prouve aux autres, ou on prouve à soi? Et quand on prouve à soi, qu'est-ce qu'on prouve à soi? Est-ce qu'on s'est écouté? Est-ce qu'on a donné du repos à notre corps? Ou est-ce qu'on a bien mangé? En fait, bah, le débat pour moi n'est pas, bah, le même. Et quand on dit on n'a pas le temps, pour moi, c'est juste une question aussi de volonté et aussi d'organisation et d'être discipliné aussi. Et moi, quand je voulais aussi être expert comptable, c'est pas juste être expert comptable et d'être enfermé dans mon bureau à produire mes bilans ou à répondre juste à mes clients. Heu J'avais cette envie d'être engagé vis-à-vis de ma profession, vis-à-vis des instances. Et quand j'étais même stagiaire expert comptable, j'étais dans, l'annexe, d'association des stagiaires, on dit même maintenant plus stagiaires, des experts comptables, de Montréalis. Donc même, dès mon début de stage, bah, j'étais un peu, c'était aussi un pas, dans les instances. Et quand j'ai fini le stage et que je suis diplômée, expertise comptable, bah, c'est un chemin, bah, c'est la suite, hein. Dès qu'on a fini, le stage et qu'on est diplômé, après, bah, la suite, c'est le CJSC, l'association des jeunes experts comptables. Et c'est aussi pour moi une façon, bah, de ramener ma petite goutte d'eau, si je peux le dire, et aussi, bah, de m'engager vis-à-vis de ma profession et de donner du temps aussi à cette profession, sur lesquelles, j'ai grandi, et qu'aussi, bah, je dois contribuer par rapport à tout ce qu'on dit, parce que là, on sait que dans notre profession, on souffre, d'attractivité, les jeunes, la majeure partie, ils ont plus envie de travailler, mais tout ça, c'est des choses que j'ai vécues, et je sais que, par rapport à ma façon, ou par rapport à ce que bah, j'ai vu faire, si on changeait les choses, si on voyait autrement, bah, que ça pourra changer. Et ce changement, si je le veux, bah, je dois aussi y contribuer, donc d'où mon engagement au sein du CGC.
Et si tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer un truc, dans l'expertise comptable, qu'est-ce que ce serait? Pour moi, c'est vraiment le management. Le management dans les cabinets, pour moi, ça, c'est un sujet central et j'avais vraiment envie même, de faire mon, mémoire de DEC. J'ai mon premier sujet qui était sur ça, c'était l'attractivité de la profession, focus sur le capital féminin. Malheureusement, ce sujet, je l'ai pas présenté parce que j'avais eu 4,2 et je me suis bataillée pendant 1 an. Malheureusement, une autre opportunité s'est présentée, j'ai changé de sujet. Parce qu'au fait, pour moi, bah, le mode de management des cabinets est très ancien. Et aussi, bah, je vais le dire, hein, parce que c'est un terme que les gens, ils ont peur un peu de dire, mais on a une profession très macho aussi. Et ce mode de management, de management est aussi macho. Il y a une question que je voulais te poser. Toi, du coup, tu es une femme, tu arrives en plus du Sénégal. Est-ce que tu as dû faire plus preuve d'engagement ou prouver plus de choses justement heu, pour que les projets que tu as envie de mettre en place ou les choses que tu as envie de faire bouger, elles soient reconnues ou prises en compte? Après, je ne sais pas si j'ai fait plus de choses, mais je dirais dans tous les cas, j'ai forcément fait plus de choses parce que pour moi, dans un monde, si on a envie qu'on se fait entendre, d'écouter, de faire sa place, il faut bah, donner à fond sur ce qu'on fait. Ça, par contre, pour moi, c'est valable pour tout projet. Et dans ta femme, au fait, c'est clair que. Mais maintenant, pour moi, ça commence à changer parce qu'il y a même, bah, je peux le citer, Vanessa Ferreira, bah, qui a proposé son mémoire sur le sujet sur lequel j'avais envie de faire sur 2014 et qu'on m'a un peu dit que j'ai pas de pratique à ramener et que d'elle, bah, qui a proposé un mentorat et qui vient même d'être mis en place. Mais waouh, c'est vraiment fort et c'est génial parce que en tant que femme, ce qui arrive au fait, c'est que quand on passe bah, ce diplôme, pourtant les stagiaires experts comptables, pardon, j'ai dit stagiaires, les mémorialistes experts comptables, en général, on est 50-50, hein, 50 hommes, 50% hommes, 50% femmes. Et une fois diplômé aussi, pareil, au niveau du score, on est à peu près équilibré, mais c'est à l'installation où franchement le déséquilibre bah, se creuse. Et pourquoi pour moi le déséquilibre se creuse, c'est que on est dans une étape de la vie pour des femmes qui doivent rentrer sur la vie familiale, les mariages, et bah, la vie en communauté avec le conjoint ou la conjointe et aussi l'entrée en jeu bah, des enfants. C'est l'âge où aussi on est en plein accouchement, maternité et du coup, on commence à être à ne pas avoir 100% de temps bah, que pour son travail. Il y a aussi du temps pour la vie de famille. Et dans ce sens-là, tout en sachant que bah, le cabinet, le management, pendant longtemps, peut-être ça commence à changer, mais c'est encore qu'il y a des pas à faire. Le management est vraiment très accentué sur le présentéisme. Plus on est présent au cabinet, plus on est vu. Et franchement, des fois, je me dis, waouh, c'est débile en fait. Parce que quand je voyais des gens qui restaient au cabinet de 8 heures à 22 heures, 23 heures, et pourtant, ces gens-là, ils ont passé la journée à faire 5 pauses de café ou 10 pauses. Et certains, ils sont restés peut-être 5 heures ou 6 heures, mais ils ont été efficaces. Mais ces personnes-là, ils sont pas bien vus. Hein. Parce que on sait bien bah, cette phrase qu'on entend tous les jours, partir à 17 heures au cabinet, c'est prendre bah, son après-midi. Prendre des RTT ou des congés, c'est certes ne pas travailler. Et partir à l'heure, c'est pas bah, la normalité dans les cabinets. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses qui fait que pour une femme, c'est difficile. Parce que pour une femme, on a des obligations, on doit rentrer à temps, on a nos enfants à gérer. Et c'est valable aussi pour les hommes. Mais bah, le poids, il est plus chargé du côté femme que du côté homme. Et qu'on sait que du coup, pour cette période où on a aussi beaucoup de responsabilités, hein, parce qu'une fois qu'on est diplômé ou même avant d'être diplômé, on est déjà sur des postes de senior, de manager où on a beaucoup de responsabilités. Et le fait d'avoir plus de responsabilités et de ne pas rester dans cette management de présentéisme, bah, c'est mal vu, hein, je suis désolé. Hein. Quand on se pose des mois de congé maternité, on a l'impression que le cabinet tremble hein, à cause de nous, alors que bah, pas du tout. Mais c'est juste la manière dont on voit les choses. Et que ce qui fait que bah, les femmes, arrivent à un moment, ils préfèrent d'aller en entreprise pour juste trouver bah, cet équilibre de vie bon, qu'on n'arrive pas à trouver en cabinet. Et moi, l'idée par rapport à ce mémoire, c'était de montrer sur des plans d'action comment
comment en aidant les femmes à rester vraiment sur ces postes de responsabilité, d'être manager et à d'exercer leur métier, ça pourrait changer le management parce que les femmes, ils sont plus dans cette posture d'équilibre de vie. Et pour moi, cette posture d'équilibre de vie, ça répond aujourd'hui à l'aspiration de ces nouvelles générations, hein. Et du coup, ça veut dire qu'on va résoudre ces problèmes d'attractivité parce que les femmes, ils vont changer la donne, ce qui va ramener cet équilibre. Et du coup, bah, cette génération vont trouver bah, leur compte et ils vont plus s'investir et rester dans cette profession. Oui, 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 c'est clair. Et puis là, on voit qu'on a des nouvelles générations d'étudiants qui arrivent, qui ont des besoins et des besoins, le besoin d'identifier certaines valeurs dans les cabinets. Et, euh, et du coup, bah, ça va indirectement forcer les cabinets à s'équilibrer avec aussi les attentes des candidats. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très important de choisir un cabinet dans lequel on veut travailler, où il y Mm, a un matching au niveau des valeurs, au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère, parce que bah, pour que ce soit, déjà rien que pour le business, pour que ce soit productif, bah, faut que ce soit raccord là-dessus, et puis pour voir sur du long terme, et pour que ce soit totalement ascendant, et bah, c'est important de, que tout soit raccord là-dessus. mm. Et là, je voulais juste rebondir par rapport à ton dernier message, c'est que, au fait, aujourd'hui aussi, par rapport à cette génération, après, les gens ils disent que c'est lié au coronavirus, et même des fois, j'ai dit merci à coronavirus. Si coronavirus nous a permis bah, de se recentrer bah, sur nous-mêmes et de penser à notre existence, parce que je pense que ça a été oublié, parce qu'on était dans un monde très connecté et qui va très, très vite. Parce que ce que j'ai dit, bah, le sens d'une vie bah, ne passe pas par la satisfaction des besoins primaires, manger, boire, dormir. C'est pas que ça la vie. Parce que la vie aussi, la vie émerge d'une compréhension bah, du chemin que l'on peut donner à son existence. Et cette génération aujourd'hui, et même on le voit dans les recrutements, c'est pas juste bah, le salaire qui les intéresse. Donc c'est pas un besoin juste primaire d'avoir un salaire pour son loyer, pour se nourrir, pour se vêtir. Même ça c'est un besoin, mais c'est pas que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, notre chemin d'existence, pourquoi on est là, ça a aujourd'hui un rôle très primordial au fait. Et ça me fait penser à nos cours de management avec la pyramide de Maslow, Maslow, qui justement dit bah ok, il y a des besoins un peu hygiéniques, mais après, pour atteindre l'épanouissement de soi, il y a quand même d'autres choses qui rentrent en jeu. Et c'est vrai que c'est important de s'écouter pour savoir ce ouais. dont on a besoin. Mm, mm. Au-delà de ça, tu as aussi créé une application Deck Learning. En quoi ça consiste? Alors, dès que je pense que ma vie, c'est que des histoires. Parce que deck learning, déjà, je vais te poser une question piège parce que tu me poses des questions, mais je vais aussi t'en poser. Vas-y. Deck learning, déjà, pour toi, deck, déjà, bah, ça signifie quoi? Pour moi, DEC, vu qu'on est dans l'expertise comptable, je dirais diplôme d'expertise comptable. C'est ce que tout le monde pense, alors que Ah non, oui. pas du tout. Parce que pourquoi? Parce que quand j'ai pensé à ça aussi par rapport à la création de l'application, mais je me suis dit, si je mets juste deck learning et deck, bah, que j'ai dit que ça signifie diplôme d'expertise comptable et learning, apprendre bah, le diplôme, en fait. Oui. Mais je me suis dit, mais dans ce cas-là, l'application sera fermée que pour ceux qui passent bah, ce diplôme. Alors que alors que le but de cette application sur la déontologie, qui est la base de notre profession, la déontologie, ça concerne tout le monde. Toute personne pour moi bah, qui rentre dans cette profession de chiffres, que ce soit collaborateur, stagiaire, junior, manager, une personne qui va passer le deck, une personne qui ne va peut-être jamais passer le deck, et même les experts comptables, une fois ils ont eu le diplôme, cette application est d'une utilité pour être en veille de cette matière. Et du coup, deck learning, deck, c'est déontologie de l'expert comptable et du commissaire au compte. D'accord. Il y a un Et, piège. et du coup, deck learning m'est venu comment? C'est que, c'est comme tout le monde, quand j'ai préparé bah, le deck, on a un livre qui s'appelle le carré deck pour la déontologie. Parce que la déontologie, c'est une matière où c'est du bachotage, c'est apprendre par cœur. Qu'il n'y a pas de recette magique pour réussir cette matière, il faut apprendre par cœur. Donc, comme tout le monde, bah, j'avais acheté ce livre, j'apprenais par cœur comme tout le monde.
Après, j'avais pris des abonnements parce qu'aujourd'hui, dans la profession, sur les 22 experts comptables en France, bah, il y a deux experts comptables que je vais citer. Il y a Kada Megru bah, qui a fait le Caredec, bah, qui a développé une plateforme où via un abonnement, on peut faire des QCM de déontologie. Il y a aussi Laurent Bouilly, son plateforme s'appelle Contadec, où aussi via un abonnement, on peut recevoir tous les soirs un QCM sous format Google Form. Et que moi, j'avais pris ces 2 abonnements et j'avais trouvé ce qu'ils ont fait, c'est génial. Parce que c'est bien de bachoter un livre, mais derrière d'avoir bah, ce format de QCM où on peut tester, ça faisait mieux mémoriser la matière. Et c'est juste comme ça, franchement, en pleine révision, où je me suis dit, d'accord, ce qu'ils ont fait, c'est génial. Mais aujourd'hui, on nous parle de technologie, on nous parle de numérique. Et on sait que tout le monde est connecté, limite H24 sur son téléphone, sur son smartphone. Et je me suis dit, mais attends, personne n'a pensé à nous faire une application téléphonique où on peut réviser, mais partout, dans les métros, dans les toilettes, mais partout cette matière, mais surtout de réviser d'une manière très ludique. Pourquoi très ludique? Parce que je trouve qu'on est dans une profession qui est très fermée, qui est vraiment waouh, c'est très très fermé. Et bah, que le fun, au fait, ça n'a pas sa place. Alors pour moi, ça a vraiment cette place, ça a vraiment sa place surtout vis-à-vis bah, de cette génération en fait aujourd'hui qu'on a à faire. Et c'est là où je me suis dit, mais attends. Donc, ça veut dire que franchement, une application téléphonique où on peut réviser, mais comme en jouant, mais comme un jeu, waouh, ça peut être génial. Donc, d'un seul coup, j'ai imaginé même moi l'avoir comme ça d'entre mes mains, comme si pour moi, si je l'avais aujourd'hui, waouh, je serais très, très heureuse bah, de réviser la déontologie sur ça. Et bon, et d'un seul coup, bah, je me suis dit, Mam Diara, concentre-toi de réviser ton deck. Déjà, c'est un gros morceau, et une fois que tu auras bah, le deck, bah, tu verras. Donc, bah, cette parenthèse de rêveuse, bah, ça a duré 30 secondes ou d'une minute, mais d'un seul coup, ça m'a rappelé bah, la réalité. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, révise ton deck et déjà, concentre-toi sur ça. Et le temps est passé. Et le jour où bah, j'ai passé mon deck, et le jour où j'ai obtenu mes résultats, le 14 janvier 2022, quand j'ai vu mon nom et prénom sur la liste, j'ai pas pensé comme tout le monde, peut-être faire la fête, allez, waouh, c'est fini, on va waouh, tout déchaîner. C'est juste une phrase qui m'est venue. Maintenant, bah, cette application, tu n'as plus d'excuses. Et ce jour même, le 14 janvier 2022, le soir, j'ai commencé à poser le projet. Et à le poser vraiment au début, bah, c'était l'envie d'aider. Je me suis dit, bah, je fais quelque chose où je suis sûr et certain, vu que moi j'avais envie de l'avoir et que je ne l'ai pas, je suis sûr et certain que ça peut d'aider déjà. En premier, ce que je vise, c'est ce qui passe le deck. C'est sûr que ça peut les aider. Ils peuvent réviser, ça veut dire où, partout en fait, sans contrainte. Donc, j'ai ma ligne bah, de conduite, c'était vraiment faire quelque chose qui va d'aider ceux qui passent le deck. Donc, bah, c'est d'où la naissance de ce deck learning. Et en fait, je me rends compte que l'engagement, enfin la façon dont tu t'engages dans tes projets, ça rythme totalement ton quotidien. Enfin, c'est ça qui t'amène vers de nouveaux projets. C'est incroyable en fait, c'est un peu ton essence, ton moteur. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, l'engagement est, bah, pour l'engagement en moi, c'est très fort. Parce que je me suis dit, ce qui nous oblige vraiment à l'action, bah, c'est l'initiative. C'est prendre des initiatives et d'agir, en fait. Et pour moi, le fait d'agir consiste vraiment à s'engager déjà auprès des autres. Et avant même de s'engager auprès de soi-même en mettant en action notre existence. Et c'est vraiment, pour moi, ça c'est devenu un ordre vital, en fait. Un ordre vital qui est même plus fort en moi, en fait. C'est toujours, je fais quelque chose pour les autres et sur de faire quelque chose pour les autres, on voit vraiment waouh, notre engagement en nous et ce qui encore nous motive plus parce qu'on trouve l'impact bah, le sens sur ce qu'on fait. Mais à t'entendre, on dirait que c'est facile de s'engager, mais tu as, je pense, parfois été confronté à des murs. Ah Est-ce bah, qu'il y a que ton engagement qui t'a permis de franchir le mur ou de le casser ou enfin, comment tu fais? après, oui, c'est ce que tu dis est vraiment vrai. S'engager, c'est pas toujours facile. Mais pour moi, il faut, si j'ai un secret à révéler, c'est que pour moi, l'engagement, quand ça vient bah, de nous-mêmes,
c'est l'écoute de soi. Et quand l'écoute de soi est très présent, pour moi, même, parce que, comme on dit, the sky is the limit. Mais pour moi, et même, the sky is not the limit. Moi, je le vois comme ça. Dès que l'engagement est vraiment fort en nous, le ciel n'est plus en limite. Après, c'est clair que moi, comme tu dis, on s'engage, on traverse des murs, on se cogne, on se relève. Mais après, ce que j'ai en moi, c'est que j'ai pas peur de tomber. Honnêtement, j'ai pas peur de tomber. Parce que, comme on dit, les Anglais nous disent take a change. Et en français, en général, ils nous disent prendre des risques. Mm. Et pour moi, rien que ces deux philosophies, ça change tout. Pour moi, on prend des risques, certes, mais au moins, on aura essayé. Moi, c'est ce que j'ai dit à tout le monde. Au moins, si vous avez quelque chose que vous avez envie de faire, faites-le. Vous n'aurez pas ce sentiment de frustration en disant que je ne l'ai pas fait. Après, il faut être aussi prête dans un engagement à tomber et prête à se relever. Moi, ce que j'ai dit, je ne suis, j'ai pas peur de tomber. Même que tomber en recommençant de zéro, j'ai pas peur parce que je me suis dit, ce qui m'a fait tomber, je saurais le pourquoi du comment pour recommencer et d'éviter ces pièges, en fait. Et ce qui te tue pas te rend plus fort. Moi, ça, c'est aussi, waouh. Et cet engagement, par exemple, sur l'application, au début, comment l'application devait être, la partie design, la partie, waouh, les couleurs, tout ça, c'était bien clair dans ma tête. Et les bases de données, comment j'avais envie aussi de le travailler, parce que j'avais envie aussi de faire quelque chose de différent. Parce qu'aujourd'hui, ce qui existe, c'est les QCM, ils sont mélangés avec les différents thèmes de cette matière. Moi j'avais voulu faire quelque chose déjà qui est différent, c'est-à-dire mettre des QCM par thème et d'offrir une expérience vis-à-vis de l'application, un bouton sur lequel, si on a envie de jouer, je ne dis pas d'apprendre, mais de jouer en mode révision, c'est l'application qui va mélanger d'une façon aléatoire des QCM et proposer ça avec un temps record. Et l'application, la partie développer une application, je connais rien, j'avais aucune expérience de comment développer une application. Mais j'étais sûr que mon application, c'était possible. Par la porte ou par la fenêtre, c'était quelque chose de possible. Mais comment le faire, franchement, j'avais aucune idée. Et au début, on m'a mis en relation avec un étudiant d'une école d'Américains qui cherchait un projet d'études. Donc, waouh! Et là, j'étais très content en disant que mon engagement est fort. Ça veut dire que j'ai fait un projet pour moi, mais derrière, je peux aider un étudiant à valider son projet d'études. Waouh! C'était pas attendu. Et en général, dans tout engagement, il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas attendues. Et quand on donne, on reçoit forcément aussi. Ça aussi, j'y crois forcément. Et cette personne avait pris ça, franchement, à cœur pour son projet d'étude, mais sauf que la personne ne maîtrisait pas la partie déploiement. Donc, au premier lieu, l'application devait même sortir en 2022, mais sur la partie déploiement, l'application a foiré parce qu'on ne maîtrisait pas. Lui, il ne maîtrisait pas, moi non plus. Donc, c'était vraiment très dur parce que je me suis vue par rapport à une date sur laquelle l'application devait sortir pour la session du mois de mai-novembre 2022, que là, l'application, c'était impossible. Mais j'y croyais jusqu'à 2 jours avant l'examen que mon application doit sortir. Et c'est vraiment un soir où j'ai essayé, franchement, j'ai tenté aussi tout ce qui est possible, hein, parce que je me donne aussi à fond sur toi, hein. À taper toutes les portes, à demander de l'aide partout, ça, je suis prête. Mais c'est après, le soir, je me suis rendu compte, il y a 2 jours déjà de sortir quelque chose pour que les gens testent. Déjà, ça n'a pas de sens. Et que je dois accepter que c'est pas possible. Et je l'ai accepté, et même si je l'ai accepté en pleurant sur ce projet, je l'ai accepté. Et j'ai laissé le temps passer, donc pendant une semaine, 2 semaines, où je voulais même plus qu'on me parle de l'application, pour laisser souffler, pour digérer cette déception et de recommencer. Et c'est pas de recommencer à zéro, parce que j'avais déjà bien avancé. C'était de rechercher un autre développeur à qui je peux continuer le projet. Et c'est ce que j'ai fait pour recommencer, pour travailler et après réussir à sortir ce projet. Donc, pour tout engagement ou pour tout projet, des fois c'est dur, mais il faut être prête à dire que des fois on peut vraiment tomber, mais tomber vraiment de très bas. Mais il ne faudrait pas avoir cette peur de dire que je suis tombé, c'est fini. Et d'avoir ce courage de se relever. Et quand on se relève, franchement, waouh, c'est encore plus magique. C'est clair. Et puis parfois, il faut aussi savoir, comme tu dis, prendre du recul pour avoir un peu plus d'élan et se lancer et rebondir et puis réussir à ce que le projet ce soit un succès fou. Et Mm. j'ai une question.
Une autre. Si jamais tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui voulait lancer son projet, qui veut s'engager, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, pour moi, c'est de s'écouter. Pour moi, l'art de réussir est vraiment bah, sur l'écoute de soi. C'est vraiment de s'écouter et de ne pas avoir peur. Parce que la majeure partie, moi, franchement, en échangeant, parce que j'aime bien échanger avec, que ce soit bah, les étudiants, et même sur LinkedIn, je suis vraiment à chaque fois, après, des fois, c'est pas évident bah, de répondre à tout le monde, mais j'essaie vraiment de répondre parce qu'il y a des gens, franchement, qui m'écrivent en disant que mon parcours leur inspire, si je peux leur donner bah, des conseils et que des fois, bah, j'en donne. Et même récemment, une personne bah, qui a réussi son deck et que pour moi, j'ai rien contribué, hein. C'est juste que cette personne était. Et ça, je l'ai su sur son post qu'il a fait la semaine dernière. Quand cette personne m'a mentionné pour me remercier, où la personne a un peu expliqué pourquoi bah, mon message à 22 heures du soir, le jour où je l'ai répondu, l'a aidé. En plus, moi, je l'ai fait de manière naturelle, sans penser que la personne était. En plus, la personne, ce qu'il avait expliqué, c'est qu'il était vraiment en désespoir parce il avait rendu son mémoire en oubliant une partie des annexes. Donc, waouh, le stress à fond. Et que quand il m'a écrit juste pour me demander comment c'est possible bah, de retirer le tir, pourtant, je ne suis pas membre du jury. Et je ne participe pas à valider le deck. Mais c'est juste une question de bon sens. Je me suis dit, d'accord, bah, de son là, bah, le coup est parti, mais comment tu peux faire? Donc, j'ai essayé juste bah, de m'imaginer si moi j'étais dans cette situation. La première chose à faire, c'est de contacter le centre d'examen et de leur poser le problème et de savoir comment leur faire, comment leur d'envoyer cette partie bah, qui était oubliée et que eux, peut-être ils feront bah, le pas pour le donner à l'examinateur et aussi le jour de la soutenance bah, du mémoire, il faut en parler. Mais franchement, bah, c'est des choses comme ça que je ne me rappelle plus de tout ce que j'ai dit. Mais bah, j'ai répondu d'une manière vraiment pragmatique. Mais cette personne, il m'a remercié et je ne m'y attendais pas du tout en disant que pendant une semaine, il était sous le stress et le message de 22 heures, ça l'a vraiment, waouh, déjà descendu en disant, et par rapport à ce que j'avais dit, qu'il l'a appliqué, et que c'est grâce à ça, limite, bah, qu'il a réussi le deck. Juste pour dire que il faut savoir s'écouter et aussi parler du projet et ne pas rester enfermé dans sa bulle. Parce que des fois, l'erreur que font la majeure partie d'entrepreneurs ou des gens qui ont des projets ou même bah, des gens qui sont en phase d'étude, il faut le prendre comme un projet. Et un projet, il faut savoir en parler. En disant que toute petite main peut nous apporter toute petite goutte d'eau peut servir en fait. Il faut en discuter, parler et bah, les idées, ils vont venir graviter autour de notre idée de départ, bah, de notre projet pour, pour l'éclaircir, pour nous mener sur d'autres chemins bah, qu'on n'avait pas pensé. Et donc, si je termine par un conseil, ce serait vraiment l'écoute de soi et surtout l'écoute des autres et aussi d'analyser et de ne pas rester trop enfermé dans son bulle. Et surtout, il faut y croire aussi parce que nous sommes bah, le maître du projet. Nous sommes bah, je sais pas, c'est à nous de naviguer ce projet. Donc, si dès le départ, on est un peu en phase de doute, on n'y croit pas à 100%, ça ne peut pas marcher. D'accord, donc si je résume, c'est, y croire, ne pas lâcher l'affaire, partager et puis, s'écouter. Mmh. Exact. Bon, on va arriver à la fin du podcast. J'ai encore 2 questions à te poser. D'abord, je voudrais savoir si, tu as une actualité, à partager, à ton sujet, des projets qui vont arriver? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie là? Si on peut en parler. Je sais pas si j'ai des actualités. Après, l'actualité, pour moi, c'est, développer surtout mon cabinet, hein, parce que pour vous dire honnêtement, j'ai passé plus de temps, sur cette application que sur mon cabinet. Mais là, c'est oui, continuer, bah, le développement du cabinet et surtout l'application parce que l'application là, aujourd'hui, ce qui est sorti, c'est une version bêta, une version vraiment en test où, j'avais envie aussi parce que j'étais trop sûre de mon projet, hein, mais j'avais envie aussi, d'avoir l'avis. C'est pour ça que l'application aujourd'hui est gratuite pour que les gens puissent, déjà tester et voir, ce qu'ils en pensent. Est-ce que, bah, ça leur sert? Et d'avoir cet retour pour me conforter dans ma position et continuer. Parce que l'application, là, il y aura plus de questions, il y aura plus aussi des compléments de réponse. Il y aura beaucoup de nouveautés aujourd'hui qui ne sont pas présentes, mais qui sont prévues. Et aussi, s'il y a des actualités, et bah, c'est
continuer mon engagement vis-à-vis de cette profession à 100%. Parce que pour moi, je me considère comme ce petit colibri qui doit ramener sa goutte d'eau dans cette belle profession. Et si jamais on veut retrouver l'application, elle est téléchargeable L'application est téléchargeable sur Play Store et sur l'Apple Store et Ok, gratuitement. trop bien. Bon, bah, si jamais ça vous intéresse, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller la télécharger. Et enfin, pour clôturer ce podcast, j'aimerais savoir, si tu étais un compte comptable, lequel serais-tu? Cette question, je l'attendais. Pardon. Alors, j'ai dit, c'est une question quand même difficile là. Honnêtement, pour moi, c'est la question la plus dure du podcast. Et je dirais quand même, je serais un compte qui classe 2. Pourquoi classe 2? Parce que c'est l'actif, c'est l'immobilisation, c'est ce qui reste en fait. Mais qu'on doit au fur et à mesure sortir, ça veut dire faire un tri pour dégager ce qui a plus lieu d'être et d'avoir toujours cette base et d'améliorer et d'augmenter la valeur en fait. C'est la patrimoine. Et je prends pourquoi, et je l'explique aussi par rapport à l'engagement, parce qu'on s'engage aujourd'hui sur quelque chose dont on ne sait pas du tout ce que ça va être d'ici demain, d'ici des mois, d'ici des années. Et qu'on a une base qu'on doit fortifier, qu'on doit faire d'évoluer et aussi d'interagir et aussi l'envie de se connecter vis-à-vis des autres et de ne pas avoir peur de la confrontation et de se découvrir en fait et vis-à-vis de cet engagement. Donc pour moi, la classe 2 résume bien tout ça. Et, et au vu de la description que tu en fais, enfin, de la manière dont tu justifies, je trouve que ça te correspond très très bien. Tant mieux alors. Bon, bah, je te remercie pour ton échange, ton partage, tout ce que tu nous as apporté dans ce podcast. Je trouve ça hyper enrichissant et très intéressant que tu parles de l'engagement et du fait de s'écouter. J'espère que tu as passé un bon moment toi aussi. Et puis si jamais on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut le faire? Déjà, oui, je vais commencer par, oui, pour partager, si on veut me retrouver, je suis vraiment très présente sur LinkedIn. Je pense qu'on voit bien mes posts parce que franchement, ça me fait plaisir de partager, surtout vis-à-vis de cette nouvelle génération. Quand j'écoute les étudiants en DCG, des fois qui ont même peur d'aller jusqu'au bout. Donc, ça me fait vraiment plaisir de leur montrer que c'est possible vis-à-vis de moi, de mon parcours. Si ça peut leur servir de modèle, c'est avec plaisir de partager mon expérience. Et si on veut me retrouver sur LinkedIn, j'ai aussi un compte Instagram où je poste, mais je poste plus sur LinkedIn qu'Instagram. Après, j'ai le site internet du cabinet où aussi j'ai ma description. Et donc, oui, via les réseaux sociaux, je dirais. Et je vous remercie, chers auditeurs, déjà de m'avoir écouté. Et je dis aussi pour ce temps d'échange que j'ai vraiment pris plaisir à le faire. Et je vais terminer par un dernier message. Je vous invite à tous à écouter cet élan profond qui résonne en vous, en fait, pour être meilleur dans un monde de demain qui est en mouvement perpétuel. Et prendre un engagement, ça se prend tous les jours, mais ça se prend surtout en s'engageant. Si on ne fait rien, rien ne peut se passer. Donc, il faut accepter d'apprendre en s'engageant, en faisant des erreurs, en tombant et en se relevant. Et aussi, l'engagement va nous fait découvrir des facettes en nous qu'on ne connaisse pas, qu'on ne connaît pas, pardon. Donc, je vous souhaite aussi une excellente écoute et je vous souhaite de passer une très belle journée. Merci, Mame Diarra. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Comptable et de contribuer avec nous au rayonnement de la profession. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le faire savoir. Like, partage, abonne-toi. Chaque like est un réel carburant nous permettant d'aller plus loin et de rencontrer d'autres professionnels engagés et inspirants. D'ailleurs, si tu cherches un job en cabinet d'expertise comptable, rendez-vous sur lamaconta.co pour saisir les meilleures opportunités. Ton cabinet cherche à recruter? Contacte-nous pour créer ta page employeur et capter des candidatures dès aujourd'hui. Allez, à bientôt sur Génération Comptable.